Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est dimanche 28 juin 2026 et je suis là pour parler de ce qui s'est passé hier soir. La dernière fois qu'on s'est parlé, j'étais en discussion avec Larry Johnson. Et hier soir, tout tournait autour de l'attaque américaine contre l'Iran. Si vous vous souvenez, l'attaque principale visait en gros deux zones dans le sud du pays. L'une d'elles se trouvait dans la région de Sirik. Là encore, la même chose s'était produite la nuit précédente. Ils ont de nouveau frappé les télécommunications, les radars, dans cette zone. Ensuite, il y a eu une attaque sur l'île de Keshm. D'accord. On a eu... Attendez, oui, je crois que... Enfin, mon micro était coupé. Donc on a eu deux petites attaques sur deux autres îles, mais elles n'ont pas eu d'impact important. Ensuite, les attaques iraniennes sont arrivées après le direct d'hier soir. D'après ce qu'on a appris jusqu'ici de sources iraniennes, ils disent qu'en réponse à ce que les États-Unis ont fait, ils ont attaqué deux bases aériennes. Une base au Koweït, la base aérienne Ali Al-Salem et la 5e flotte à Bahreïn. Moi, je m'attendais à ce qu'ils frappent aussi certaines zones en Jordanie, mais ça n'a pas eu lieu. Apparemment, après avoir évalué les frappes américaines sur l'Iran, ils ont estimé que ce n'était pas vraiment significatif. Il me semble que c'est pour ça qu'ils n'ont pas réagi. Ils n'ont pas attaqué la Jordanie. Donc, d'après ce qu'on a appris jusqu'à présent, il apparaît que les gardiens de la Révolution ont visé 428 infrastructures militaires américaines, y compris des abris stratégiques et très peuplés, le centre de contrôle et de traitement des données des marines, ainsi que les systèmes de communication radar de la base aérienne d'Ali Al-Salem au Koweït et de la 5e flotte à Bahreïn. C'est ce que nous avons pu tirer des sources iraniennes. Alors, la raison pour laquelle on assiste à ce genre d'attaque entre l'Iran et les États-Unis, en gros, c'est parce que les États-Unis essayent d'utiliser le détroit d'Ormuz. Et il faut se rappeler ce qu'était le concept du projet Freedom. Avant que Donald Trump n'annonce le cessez-le-feu, il a essayé de lancer une sorte d'opération dans le Golfe Persique, qu'il a appelée Projet Freedom. L'idée, c'était d'envoyer autant que possible de pétroliers, de navires, de bâtiments dans cette zone, pour qu'ils traversent le détroit d'Ormuz et ainsi réduire le contrôle iranien, la domination iranienne sur le détroit. En gros, ils voulaient utiliser des routes qui n'étaient pas désignées par les forces iraniennes, par les gardiens de la Révolution. Tout le projet reposait sur la puissance militaire des États-Unis. Mais cette opération a échoué en moins de 12 heures. Et il a déclaré « Le projet est terminé ». On en a fini avec ça, parce que l'Arabie saoudite, si vous vous souvenez, l'Arabie saoudite avec d'autres pays, avait déclaré qu'elle ne participerait pas à ce projet appelé Project Freedom, parce que sinon, ils redeviendraient les cibles principales de l'armée iranienne, des missiles et des drones iraniens. C'était la décision à l'époque. Ensuite, on a eu un protocole d'accord, une sorte de document entre les deux parties, un texte pour désamorcer les tensions. Si vous regardez les points, les clauses de ce document, tout est centré sur la manière de réduire les tensions au Moyen-Orient, dans le Golfe Persique et dans toute la région. Pas seulement le Golfe Persique, mais aussi le Liban. Je dirais qu'il était assez clair dans l'esprit de la délégation iranienne qu'ils allaient aussi parler de Gaza et de la Palestine. C'était en quelque sorte tout le plan du côté iranien. Du côté des États-Unis, les objectifs étaient différents. Donald Trump était désespéré parce qu'il avait essayé absolument toutes les solutions. Il a mené des attaques. Et après ces attaques, il s'est rendu compte qu'ils n'avaient plus vraiment de cible en Iran. C'est pour ça qu'on a vu des frappes contre des hôpitaux, des ponts, toutes ces infrastructures civiles en Iran.
Mais ça ne représentait pas une vraie pression sur l'armée, parce que l'armée, elle, arrivait à se protéger, à riposter, et même à frapper des bases américaines dans les pays du Golfe, voire au-delà, jusqu'à des cibles en Israël. Alors, il a lancé le projet appelé Project Freedom. Ce projet n'a pas fonctionné. Ensuite, Donald Trump est venu avec l'idée d'un blocus. Je vais imposer un blocus à l'Iran et ils vont finir par capituler. Et puis ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'il a dit qu'avec le blocus, toutes leurs installations pétrolières allaient exploser parce qu'ils doivent exporter du pétrole et du gaz. Et sans exportation, tout allait sauter, tout allait exploser. Mais ça ne s'est pas produit, comme je vous l'avais dit, parce qu'on connaît l'histoire de l'Iran. Vous savez, il y a eu des années, même pendant la première administration Trump, où l'Iran n'a pas pu exporter, pas même un seul baril de pétrole. Donc ils savent comment gérer ce genre de problème. C'était pas un gros problème pour les Iraniens. Puis Donald Trump est revenu en disant « D'accord, on signe un document, un protocole d'accord. » Et ce protocole, en gros, d'après ce qu'on a vu jusqu'à présent, il essaie de relancer le projet Freedom sous ce nouveau document. Le projet Freedom, en ce moment, utilise les pétroliers, les navires, et il essaie de les convaincre qu'ils peuvent emprunter les routes proches de la frontière omanaise, ou la partie omanaise du détroit d'Ormuz. C'est pour ça qu'on voit Marco Rubio se rendre dans la région, discuter avec des pays comme Bahreïn, le Koweït ou les Émirats arabes unis, et essayer de faire pression. Je suppose qu'il a tenté de faire la même chose avec l'Arabie saoudite, le Qatar et d'autres pays pour exercer une pression sur le gouvernement omanais. Parce que juste après les négociations entre l'Iran et les États-Unis en Suisse, la délégation iranienne, dès son retour à Téhéran, est allée à Oman. Elle y a rencontré le président du Parlement iranien, accompagné du ministre iranien des Affaires étrangères. Ils se sont rendus à Oman pour discuter avec le gouvernement omanais et définir le nouveau mécanisme du détroit d'Ormuz. Et d'après le protocole d'accord, et ce qui est consigné, ils doivent établir ce nouveau mécanisme pour le détroit d'Ormuz dans les 30 jours qui suivent la signature du document. En gros, ils n'ont pas perdu de temps. Ils sont allés là-bas pour discuter avec le gouvernement omanais. Et à la fin de la réunion, ils ont publié une déclaration commune disant que le nouveau mécanisme était en cours de définition. Et pendant les 60 jours qui ont suivi la signature du protocole d'accord, tous ces navires, pétroliers, bateaux, peuvent traverser le détroit d'Ormuz sans payer aucun droit ni frais. Et dans l'esprit des Iraniens, il y a deux courants d'opinion. Le premier dit qu'il faut faire payer un droit de passage, qu'il faut mettre en place un système de péage, mais l'autre camp, lui, veut faire les choses de manière plus légale, en s'appuyant sur le droit international. Donc ils essayent de définir ça plutôt comme un tarif, un droit environnemental, un droit de service, quelque chose dans ce genre-là. Et en gros, il s'agit de légaliser tout le système sur la base du droit international. Et c'est là qu'on voit le conflit, d'une certaine manière, entre les différentes composantes du gouvernement, en fait deux factions en Iran, qui ne sont pas si différentes sur la politique étrangère, mais qui divergent sur la manière de la mettre en œuvre. Et ces différences, à mon avis, sont importantes. Donc ce qui se passe en ce moment, c'est qu'en Iran, le nouveau système de redevance est en train d'être défini, selon moi, par ces deux camps. Pendant ce temps, les États-Unis essayent d'utiliser les routes proches de la frontière omanaise, du côté d'Oman, pour traverser le détroit d'Ormuz et assurer leur mouvement, sans pour autant ignorer la domination ou les itinéraires désignés par l'Iran ou par les gardiens de la révolution dans la région.
C'est pour ça qu'on voit l'Iran tirer sur les pétroliers qui ne respectent pas les règles du détroit. C'est tout le problème dans cette région. Avant-hier, il y a eu une attaque contre un pétrolier battant pavillon de Singapour. Et la nuit précédente, les Américains ont mené une attaque contre l'Iran dans le sud du pays. Ce n'était pas une opération importante. C'est pour cette raison que l'Iran a répliqué avec 2 ou 5 drones sur Bahreïn. Parce que l'impact n'était pas très fort, pas vraiment significatif pour eux. Puis, la nuit dernière encore, l'Iran a tenté de faire la même chose. Contrôler tous les navires et les pétroliers dans le détroit, dominer la région. Ils veulent que les routes maritimes passent par celles désignées par les autorités iraniennes dans le détroit. Et ensuite, on voit les États-Unis frapper à nouveau l'Iran. L'attaque s'est d'une certaine façon intensifiée contre l'Iran. C'est pour ça que l'Iran a décidé de frapper 8 cibles dans ces 2 bases, la base aérienne Ali Al-Salem au Koweït et la 5e flotte à Bahreïn. Voilà une partie de ce qui se passe. Ce qui me semble vraiment important, d'après ma compréhension du détroit d'Ormuz, c'est que peu importe ce que les États-Unis essaient de faire, c'est une guerre d'usure. Ce que les États-Unis tentent avec cette frappe ou cette attaque, ils ne vont pas rester là indéfiniment. Parce qu'ils doivent utiliser, hier soir je parlais de ça, on ne sait pas vraiment, on n'a pas les renseignements. On ignore où se trouvent ces avions de chasse, d'où ils décollent quand ils s'approchent de la frontière iranienne pour attaquer l'Iran. J'imagine qu'ils n'utilisent pas l'espace aérien saoudien. Parce que, si c'était le cas, l'Iran frapperait l'Arabie saoudite. C'est comme ça que je le comprends. Et il semble qu'ils utilisent leurs porte-avions dans la région, qui, vous savez, s'approchent des frontières iraniennes, font l'aller-retour. C'est une distance considérable. D'après ce que je sais, ils doivent être ravitaillés au moins 2 fois pour ce type d'attaque. Alors, est-ce que c'est soutenable pour les États-Unis? Je ne le pense pas. Et je ne crois pas non plus que les pays du CCG soient prêts à fournir aux États-Unis le même genre d'aide qu'ils avaient donné pendant la guerre, les 39 jours de guerre. Donc, ils doivent rester en dehors de l'espace aérien des pays du CCG. S'ils l'utilisent, l'Iran le saura, et il attaquera tous les PCIP ou coopèrent avec les États-Unis. C'est pour ça que je pense qu'à long terme, c'est un geste désespéré de la part de l'administration Trump. Et franchement, je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Parce que quand on parle de l'administration Trump, de son comportement et de ses décisions, on essaie toujours de trouver une logique à ce qui se passe. Mais rien n'est logique, rien n'est rationnel. On se demande même qui prend vraiment ces décisions. Est-ce Pete Hegseth, Marco Rubio ou Donald Trump lui-même? On a l'impression que Donald Trump sait tout. Et d'ailleurs, hier soir encore, il a tweeté qu'il allait rayer l'Iran de la carte. C'est complètement contraire à ce qui est prévu dans la première clause du protocole d'accord entre l'Iran et les États-Unis. La première clause, laissez-moi la lire mot à mot. Elle dit « Les États-Unis et l'Iran, ainsi que leurs alliés dans la guerre actuelle, déclarent la cessation immédiate et permanente des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban, et s'engagent dès maintenant à ne pas initier de guerre ni d'opérations militaires l'un contre l'autre. L'un contre l'autre. Ce n'est pas entre l'Iran et Singapour, ou les Singapouriens. C'est un autre concept. Là, il s'agit de l'Iran et des États-Unis, et de leurs alliés. En gros, on parle du Liban, de l'Iran d'un côté, et des États-Unis et d'Israël de l'autre. Et de s'abstenir de toute menace ou de tout recours à la force l'un contre l'autre, afin de garantir l'intégrité territoriale et la souveraineté du Liban. Vous savez, ça fait longtemps. Vous vous souvenez quand l'Iran a commencé à négocier ou à envoyer des messages aux États-Unis,
même lors des toutes premières discussions entre l'Iran et les États-Unis à Islamabad. L'Iran appelle ce protocole d'accord Islamabad 3D, ou simplement le protocole d'Islamabad, parce qu'ils ont conclu cet accord là-bas, à Islamabad. Ensuite, J.D. Vance est revenu en disant « Ah non, on ne va pas faire ci ou ça ». Et il y a eu toutes ces difficultés. Mais en gros, tout ça repose d'abord sur un plan en 10 points, puis sur un plan en 14 points. Ensuite, la question a été discutée à Islamabad. Plus tard, en Suisse, l'accord a été signé. Alors, que cherchent à faire les États-Unis? Il y a deux enjeux pour eux. À cause du détroit d'Ormuz, l'Iran avait un levier pour inclure le Liban dans le protocole d'accord. Quelle a été la réaction? Donald Trump, d'un côté, essaie de réduire la domination iranienne, de diminuer l'influence de l'Iran dans la région, afin de libérer d'une certaine manière le détroit d'Ormuz. Mais en exerçant une forte pression, d'ailleurs, sur le gouvernement omanais, ils subissent une pression énorme. Personne n'en parle, mais la pression est bien réelle. Et souvenez-vous, Donald Trump avait même déclaré un jour qu'il allait bombarder Oman. Et s'il ne se comporte pas comme il veut, il va les bombarder. Voilà la réalité. C'est ce qu'il dit ouvertement. Mais j'imagine que, dans les coulisses, ils exercent une forte pression sur le gouvernement omanais. Le problème, c'est qu'Oman n'a pas la main sur le détroit d'Ormuz. Ils n'en ont pas le contrôle. Le détroit d'Ormuz est entièrement dominé et contrôlé par les gardiens de la Révolution, les IRGC. Et pas seulement eux. En fait, le détroit est divisé en deux zones, la partie ouest et la partie est. L'une est contrôlée par les gardiens de la Révolution, l'autre par l'armée iranienne, avec une coopération totale entre ces deux branches des forces armées iraniennes. Alors ils appellent ça l'armée iranienne, qu'on appelle Artish en Iran. Et puis il y a le Sepa, ou le corps des gardiens de la révolution islamique. En anglais, on dit IRGC, mais en persan, c'est Sepa. L'autre partie, c'est donc l'armée d'Iran. Vous savez, elle existait avant la Révolution, et après la Révolution, elle a été réformée. Une nouvelle structure a été mise en place, et aujourd'hui, on l'appelle l'Artish. Les deux coopèrent en ce moment dans le détroit d'Ormuz pour en contrôler l'accès. Et puis, il y a un autre point, c'est le cas du Liban. C'est très important de comprendre ce qu'ils font. C'est une mise en scène, c'est un jeu. Tout tourne autour de ça. Rien d'important ne se passe vraiment dans le cadre du protocole d'accord, le fameux MOU. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent? Ils parlent de libérer les avoirs iraniens gelés, mais rien ne s'est passé pour l'instant. Rien de significatif en tout cas. Et la levée des sanctions sur le secteur énergétique iranien, ça non plus, ce n'est pas encore arrivé. C'est en cours peut-être, mais ce n'est pas fait. Le blocus, le retrait du blocus contre l'Iran, puis le blocus iranien sur le détroit d'Ormuz, et le fait de laisser l'Iran vendre son pétrole, comme c'était le cas avant le début de cette guerre. À l'époque, l'Iran n'avait aucune difficulté à exporter son pétrole. Donc en résumé, il ne se passe rien dans ce dossier. L'Iran n'y gagne absolument rien. Les États-Unis essaient de jouer un peu avec la situation et de manipuler, d'une certaine façon, tout ce qui se passe autour du détroit d'Ormuz. C'est pour ça que, d'après ce que je comprends, si les États-Unis continuent ce genre d'attaque, ce qui serait une guerre, une sorte de guerre d'usure, ils ne pourront pas la poursuivre indéfiniment, à moins de passer à quelque chose de beaucoup plus important, une guerre totale, ce qui serait dévastateur pour les deux camps. Je dirais que l'Iran est totalement prêt. Leurs stocks sont pleins, et ils ont réussi à remplacer tous les missiles et les drones qui avaient été utilisés auparavant. Ils améliorent aussi de manière significative leur système de défense aérienne dans le sud du pays. Si quelque chose se passe, si les États-Unis décident d'approcher leurs avions de chasse des frontières iraniennes,
Alors ils verront à quel point le système de défense aérienne de l'Iran s'est amélioré. Et dans les prochains jours, selon certains médias iraniens, il y aurait une avancée majeure, pas dans les semaines à venir, mais bien dans les jours qui viennent. Tout cela concerne le système de défense aérienne iranien. Ils ont un système appelé Bavar et un nouveau système, Arash, l'Archer. C'est le plus récent et il est très performant. Vous vous souvenez de la dernière attaque américaine, quand ils ont voulu frapper les installations pétrolières et gazières à Assalouye. Ils ont essayé de frapper cette zone avec des missiles de croisière. 2 de ces missiles, tirés en direction de l'installation d'Assalouye, dans le sud de l'Iran, ont été interceptés par la défense aérienne iranienne. Et c'est important, parce que l'Iran n'avait pas ces capacités avant le début de la guerre. Donc c'est quelque chose de nouveau pour eux, surtout dans le sud du pays. Je pense qu'ils comprennent très bien la logique de l'administration Trump concernant ces capacités, parce qu'ils font des tests. Ce n'est pas seulement une question d'aller frapper quelques cibles et de revenir. Ils opèrent vraiment loin des frontières iraniennes, hors de portée du système de défense aérienne. Alors ils frappent des cibles à l'intérieur de l'Iran, dans le sud du pays, essentiellement sur la côte. Voilà ce qui se passe. Et c'est pour ça que je ne pense pas que les États-Unis vont se retrouver à nouveau dans un grand conflit avec l'Iran. C'est plutôt une sorte de jeu de riposte pour tester les capacités, pour voir les progrès du système de défense aérienne iranien, pour frapper certaines cibles, pour punir les gardiens de la révolution et l'armée iranienne à cause de ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. C'est ça, en gros, la situation. Et concernant le Liban, c'est à mon avis absolument crucial, parce que la première clause du protocole d'accord dit en substance qu'il faut garantir l'intégrité territoriale et la souveraineté du Liban. Et il est écrit que les 2 parties ont déclaré la cessation immédiate et permanente des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban. Donc plus d'attaques, y compris au Liban. Et ensuite, il est question de l'intégrité territoriale et de la souveraineté du Liban. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, ça veut dire qu'Israël doit quitter le Liban, se retirer complètement du Liban. C'est ça le sens de ce qui se passe ici. C'est en gros un paragraphe juridique. Mais le fond, c'est qu'Israël doit partir. Ils doivent se retirer du Liban. Et puis on voit les États-Unis faire venir Marco Rubio, ce serpent, celui qui est derrière toutes ces décisions désastreuses prises par l'administration Trump. Tu te souviens quand Donald Trump annonçait le protocole d'accord, il était derrière sa signature. Il parlait d'Israël, il mettait la pression sur Israël. Et juste derrière lui, Marco Rubio était tellement contrarié. On voyait cette tristesse dans ses yeux, à quel point il était déçu par ce protocole. Ce protocole, en réalité, ce n'est rien. Mais même avec ça, il n'est pas satisfait. Il est tellement déçu, tellement triste de tout ce processus. Alors, quand on regarde l'accord entre le Liban, le gouvernement libanais et les Israéliens, sous médiation des États-Unis, la première clause dit qu'Israël déclare n'avoir aucune ambition territoriale au Liban, tout en restant exactement là où il est, jusqu'à ce qu'il signe unilatéralement le désarmement. En gros, ce dont il parle, c'est qu'Israël va rester là-bas. Et quand on parle de désarmement, c'est uniquement à propos du Hezbollah. Israël va rester sur place. Si on regarde la carte que Benjamin Netanyahou essayait d'expliquer hier, les zones marquées en rouge et celles dont Israël disait vouloir se retirer, même ces zones-là, celles en rouge, comprennent en fait des parties de la zone rouge supérieure. On voit qu'une partie se trouve sous la ligne jaune. Donc, au fond, ça ne veut rien dire. Et pour comprendre la zone occupée sous ce nouveau tracé, cette fameuse ligne jaune d'Israël, il faut comparer ça avec la bande de Gaza, où les combats ont eu lieu ces derniers temps.
là où ils détruisaient tout à Gaza. Comparez ça avec la zone occupée dans le sud du Liban. C'est à peu près 1,5 fois la taille de la bande de Gaza. C'est énorme. Plus grand que Gaza. 1,5 fois Gaza. Ça montre à quel point cette zone est importante. Ce n'est pas juste un petit territoire occupé pour contrôler la situation. Et le drame, c'est que le gouvernement libanais a accepté cette clause, cette partie de l'accord, qui a légitimé. Aujourd'hui, vous savez, Smotrich, le ministre israélien des Finances, a déclaré que cet accord avait légitimé l'occupation du Liban. L'accord signé par le gouvernement au Liban, parce que cet accord dit qu'Israël va occuper le territoire libanais tant que le Hezbollah ne sera pas désarmé. Donc, le désarmement du Hezbollah fait partie de l'accord. Mais comment peut-on désarmer le Hezbollah alors qu'Israël occupe encore votre territoire? Est-ce vraiment une décision sage de la part du gouvernement libanais? Est-ce que ces gens se soucient vraiment du peuple libanais? Est-ce qu'ils veulent vraiment la souveraineté du Liban? Moi, je n'en ai pas l'impression. Rappelez-vous, c'est exactement la même situation en Cisjordanie. La Cisjordanie, vous voyez pourquoi les États-Unis, à chaque fois qu'ils parlent de la Palestine et de la question palestinienne, ne parlent que de Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas, Abu Mazen. Invitons-le à parler avec Mahmoud Abbas. Ce type est, vous savez, essentiellement en Cisjordanie. Et la Cisjordanie, pour comprendre, c'est une zone qui fait à peu près 10 fois la taille de la bande de Gaza. 10 fois la bande de Gaza. Regardez la Cisjordanie aujourd'hui. Vous voyez, il n'y a plus rien de vraiment palestinien en Cisjordanie. Juste quelques petits points éparpillés. En gros, ils ont corrompu ce type, Abu Mazen, ou Mahmoud Abbas. Et petit à petit, ils ont tout pris. En réalité, aujourd'hui, la Cisjordanie est totalement entre leurs mains. Je le répète, c'est 10 fois la bande de Gaza occupée par Israël. Aujourd'hui, c'est 10 fois la taille de la bande de Gaza, pour qu'on se rende compte de l'étendue de cette zone. Alors Israël, petit à petit, a pris le contrôle de toute la Cisjordanie. Aujourd'hui, en Israël, plus personne ne parle vraiment de la Cisjordanie, parce qu'ils la considèrent en gros comme faisant partie d'Israël. Du coup, ils parlent de la bande de Gaza. Ils parlaient de 70%. Et récemment, Benjamin Netanyahou a déclaré 100%. La tragédie ici, aux États-Unis, c'est pour ceux qui s'opposent à Israël et à l'expansion israélienne dans cette région. On voit des gens comme « Je suis vraiment en colère contre Bernie Sanders », par exemple. Bernie Sanders fait partie de ceux qui parlent encore d'une solution à 2 États. Alors, comment peut-on y arriver à cette solution à 2 États? En gros, le concept d'une solution à 2 États, c'est de continuer ce genre d'occupation israélienne jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de Palestiniens sur cette terre, en Cisjordanie, à Gaza. Parce qu'on lui a posé la question, on a demandé à Bernie Sanders, « Est-ce que vous soutenez une solution à un seul État ?» Il a répondu non. Pourquoi? Parce que ce serait la fin d'Israël. Il le sait très bien, donc il faut continuer avec cette idée-là. Solution à 2 États, solution à 2 États. Mais qui va faire ça? Qui va retirer ces colons de Cisjordanie? Est-ce que ça va vraiment arriver? Qui va s'en charger? La Chine? La Russie? China, Russia, Iran, the United States, L'Iran? Les États-Unis? Personne ne serait capable de faire ça. Avec la communauté internationale, est-ce qu'il en sort quelque chose de bon, quelque chose de positif? Les Nations Unies, par exemple. À part publier des rapports, ce qui est positif et d'ailleurs important, il faut le dire. Ce que fait l'ONU, avec les moyens très limités dont elle dispose, c'est de faire de son mieux. Vous voyez, l'ONU, en tant qu'organisation, c'est une assemblée de tous ces pays réunis. Mais ça montre surtout à quel point le monde est incapable de résoudre la question palestinienne. C'est bien là le problème.
Et je pense que, pour comprendre ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie, je viens de mentionner la Cisjordanie et Gaza, il faut aussi regarder ce qui se passe au Liban. I just mentioned the West Bank and Gaza to understand what's going on in Lebanon. When you legitimize, when the government is Quand on légitime ça, quand le gouvernement se transforme en une sorte d'Abou Mazen ou de Mahmoud Abbas, version 2.0, avec Joseph Aoun et Nawaf Salam, ces deux-là, ce sont des traîtres au peuple libanais. Ils ont trahi le peuple du Liban par cette décision, en signant cet accord. Et la question, c'est que les gens sont descendus dans la rue pour protester, en disant qu'ils n'allaient pas se plier à ce que fait le gouvernement libanais. En réalité, le gouvernement n'est pas partie prenante dans la guerre entre le Liban et Israël. La guerre, elle oppose l'armée israélienne, les Israéliens et le Hezbollah. Alors quel rapport avec le gouvernement libanais? Il n'est pas parti à ce conflit. Donc je ne vois pas pourquoi le Hezbollah respecterait un accord signé par le gouvernement du Liban. Je pense que le peuple libanais va faire tomber le gouvernement. Et d'après ce que je comprends, ils ne vont pas reculer. Vous vous souvenez, à une époque, Israël est allé jusqu'à Beyrouth pour occuper Beyrouth. Ils sont allés aussi loin. Ce n'était pas juste une petite zone dans le sud du Liban. Et à cette époque-là, le Hezbollah n'était pas aussi puissant qu'il l'est aujourd'hui. Donc ça veut dire que l'Iran non plus ne va pas reculer. Pour le dire autrement, selon moi, le cœur, le cerveau et la force qui viennent en aide au Liban viennent du Golfe Persique. Ça vient du détroit d'Ormuz. Ça vient du soutien iranien au Hezbollah. Est-ce que ce soutien va diminuer avec le temps? Est-ce que ça va s'affaiblir? Je ne pense pas. Je vois l'Iran devenir de plus en plus puissant. Peu importe la manière dont les États-Unis essayent de manipuler ou d'attaquer l'Iran, ou la façon dont l'Iran va réagir. Cette guerre d'usure, c'est un peu comme celle entre l'Ukraine et la Russie. Est-ce que ces attaques de drones menées par les Ukrainiens vont vraiment déranger la Russie? Non. C'est une guerre d'usure entre la Russie et l'Ukraine. Et la Russie finira par trouver une solution avec le temps. Ceux qui souffrent le plus, c'est l'Ukraine. Ils ont détruit un pays qui s'appelait l'Ukraine. Il n'y a plus d'Ukraine aujourd'hui. Et la même chose va se produire dans le Golfe Persique. Si les États-Unis essayent d'envenimer la situation, il leur sera impossible d'attaquer l'Iran comme ils l'ont fait le 28 février, sans utiliser l'espace aérien de l'Irak, de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et de tous ces autres espaces aériens. Et ils doivent utiliser la région pour attaquer l'Iran. Ce qui veut dire que l'Iran va dévaster, va détruire ces pays. Et ces pays-là ne veulent pas faire partie de cette guerre. Ils ont déjà été ravagés par la guerre. Et ils ne sont pas aussi naïfs que les Européens. Ils restent dans le combat en pensant qu'un jour, les États-Unis pourraient dominer la région. Non, cette époque est révolue. Je pense que la réalité les a frappés de plein fouet et qu'ils ont compris que s'ils veulent rester dans la région, s'ils veulent y survivre, ils doivent coopérer avec les Iraniens. Et d'après ce que je comprends, les 300 milliards de dollars d'investissement en Iran, ou quelque chose comme ça, c'est l'idée générale des pays du Conseil de coopération du Golfe. Ça ne vient pas des États-Unis, ni de qui que ce soit d'autre. Parce qu'à la base, l'idée, du côté iranien, c'était un plan en 10 points. L'un de ces points concernait la reconstruction des zones dévastées, la reconstruction des bâtiments et des infrastructures touchés par les forces américaines ou israéliennes, par les bombardements israéliens et les avions de chasse. C'était ça le concept du côté de l'Iran. Alors, d'où vient cette idée de 300 milliards de dollars? Ce n'était pas l'Iran, à ma connaissance. C'était plutôt les pays du CCG, quelque chose comme ça. Ce sont eux qui ont proposé ça, en disant « on va le faire, on veut désamorcer les tensions ». Alors, est-ce que les États-Unis vont tout sacrifier pour les pays du CCG? Moi, je suis sûr qu'ils vont tous les sacrifier.
But is that gonna bring some sort of Mais est-ce que ça va apporter une sorte de victoire à Donald Trump? There Non. is no way Donald Trump Il n'y a will aucune win chance que Donald Trump again. gagne à nouveau une This guerre war s'ils en again. déclenchent une Let's nouvelle. assume Imaginons, parce qu'il y a des gens en Iran et à l'extérieur qui disent que les États-Unis se préparent, que les États-Unis vont attaquer l'Iran à nouveau après les élections de mi-mandat. Et à mon sens, c'est un argument plutôt solide. C'est un bon argument. Il est possible que les États-Unis reviennent. Mais d'après ce que je comprends, l'Iran est plus que prêt, encore plus prêt qu'il ne l'était avant le début de la guerre, parce qu'ils ont acquis une certaine expérience. L'ensemble de l'armée iranienne et des gardiens de la révolution, ils ont beaucoup appris. Ça a été un énorme processus d'apprentissage pour eux. Pour la première fois, ils ont été attaqués depuis les airs par les États-Unis et par les Israéliens. Et ils n'avaient aucune expérience de ce genre auparavant. Alors avec le temps, ils ont appris. C'est pour ça qu'ils ont mis au point ce nouveau système de défense aérienne, qu'ils appellent le Air-HD Archer. Ce n'est pas un nouvel équipement en soi, non? En fait, ils ont intégré tout leur système de défense aérienne. L'intégration, la communication entre les différents systèmes. Vous voyez ces systèmes de défense aérienne répartis dans différentes régions d'Iran? Maintenant, ils communiquent entre eux dans un système intégré. C'est pour ça qu'ils appellent ça, vous savez, Air-HD Archer ou BAVA ou quelque chose comme ça. Ça vient de leur compréhension des attaques américaines. En gros, ils ont amélioré la communication entre différents systèmes en Iran. Peut-être qu'ils ont des systèmes nationaux et d'autres systèmes de défense aérienne qui viennent de l'étranger. Mais d'après ce que j'ai compris, pendant ces 40 jours, tout ce qu'ils ont utilisé était entièrement domestique. Et même les avions de chasse qu'ils ont achetés à la Russie, ils ne les ont pas reçus. Peut-être un ou deux, mais la plupart sont encore en Russie. Ils n'ont pas encore reçu ces avions de chasse, Su-35. Su-35 fighter jets. So basically, Iran was fighting without being that. En gros, l'Iran se battait sans dépendre vraiment de la Russie ou de la Chine. Mais il y avait quand même des échanges entre l'Iran, la Russie et la Chine, surtout sur le plan du renseignement et sur la manière d'améliorer les cibles. Voilà ce qui se passe. D'après moi, le Hezbollah ne va pas reculer. C'est le Hezbollah après tout. L'Iran veut forcer les États-Unis à quitter le golfe Persique, à quitter le détroit d'Ormuz. Peu importe le temps que ça prendra. L'Iran est là pour de bon, et il peut continuer cette guerre. Et ils ne ressentent pas les choses comme en Russie, ni comme les États-Unis, ni comme Donald Trump. L'une des questions c'est, si l'Iran ferme le détroit d'Ormuz, que se passerait-il pour la Chine? Quelle serait la réaction de la Chine? Je pense qu'on a beaucoup appris pendant la guerre, notamment que la communication entre la Chine et l'Iran est d'une certaine façon presque parfaite. Et comme la Chine était mieux préparée que n'importe quel autre pays avant, vous voyez, son économie n'a pas été tellement affectée, ni pendant la guerre, ni après. L'Iran, d'une certaine manière, facilitait le passage de leurs pétroliers, les aidait à sortir du détroit d'Ormuz. Donc, si l'Iran ferme le détroit d'Ormuz, ça veut dire qu'il le ferme pour les Européens et pour d'autres pays, mais pas pour la Chine, ni pour les pays amis, ni même pour l'Irak. L'Irak utilisait le détroit d'Ormuz, le Pakistan aussi, mais pas les autres pays. Autrement dit, l'Iran ne subira aucune pression de la part de la Chine ou des pays amis. Et les Européens, est-ce qu'ils vont faire pression? L'Iran ne se soucie plus de l'Europe. La façon dont les politiciens parlent de l'Europe aujourd'hui montre bien que l'Europe a perdu toute pertinence sur la question iranienne, dans la manière de penser iranienne, dans la politique iranienne. Ils ont participé à la guerre, ils ont aidé les États-Unis pendant la guerre. Et on voit le secrétaire général de l'OTAN déclarer que les États-Unis ont utilisé leur base en Europe pour attaquer l'Iran plus de 5000 fois. Alors, quoi d'autre?
Quelle est vraiment la relation entre l'Iran et l'Europe? On peut se demander pourquoi le chancelier allemand a changé d'avis. Cet homme, avant le début de la guerre, lors de la première attaque, quand Israël a décidé d'attaquer l'Iran en juin 2025, le chancelier allemand a dit « Ils font le sale boulot à notre place ». Mais quel rapport avec l'Allemagne? Pourquoi l'Allemagne? Pourquoi ressent-elle cela vis-à-vis de l'Iran? Why do they feel this way about Iran? Why? Why is that? What is the problem between Iran and Germany? Pourquoi? Pourquoi ça? What is that? Quel est le problème entre l'Iran et l'Allemagne? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Rien. Parce que ces gens ne sont pas souverains. L'Allemagne n'est pas un pays souverain. C'est un vassal. Ce sont des vassaux des États-Unis. Être un vassal des États-Unis, ça veut dire, en réalité, être aussi un vassal d'Israël. C'est pour ça que depuis le début de la guerre jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'ils font va dans ce sens. Aujourd'hui, l'Iran attaque ses terroristes à la frontière iranienne, au Kurdistan irakien. Les États-Unis restent les bras croisés. Le gouvernement français, avec le MI6 britannique, entraîne d'une manière ou d'une autre ces gens-là, ces terroristes, au Kurdistan irakien. Et c'est ça le problème. Imaginez juste que l'Iran fasse la même chose en Europe. La même chose en Europe. Qu'est-ce qu'il ferait? Qu'est-ce qu'il dirait? C'est incroyable. Ils ont encerclé l'Iran. Ils utilisent tous ces groupes terroristes. Ce sont eux qui ont créé ces gens-là. Ce sont eux qui les ont armés. L'idéologie existe, vous savez, et ils veulent attaquer l'Iran. Ils disent « Ah, pourquoi l'Iran fait ceci ou cela ?» Non, ces gens-là sont des ennemis. Ce sont des ennemis dans l'esprit des Iraniens. Je ne vois personne en Iran qui croirait que l'Allemagne est une amie de l'Iran, ou pourrait l'être. Il peut y avoir une certaine forme de relation, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont amis. Les pays considérés comme amis par les Iraniens, ce sont le Yémen, la Russie, la Chine et l'Irak. Et ces pays sont des amis parce qu'ils ne font rien contre vous. Mais vous voyez bien que les Européens ne sont amis avec aucun d'entre eux. Ils ne sont pas amis avec la Russie, ni avec l'Iran. Je dirais même qu'ils ne sont pas amis avec la Chine. En réalité, ce sont des vassaux des États-Unis. Et c'est pour ça que les États-Unis les utilisent. Même Donald Trump les critiquait ouvertement en disant qu'ils ne faisaient rien. Il a dit, j'ai oublié de le mentionner, que la chancelière d'Allemagne, avant le début de la guerre, en juin 2025, avait déclaré qu'il faisait le sale boulot des Américains. Et maintenant, après la fermeture du détroit d'Ormuz, elle a dit « Ah non, nous ne participerons pas à cette guerre ». Donald Trump a été humilié dans le détroit d'Ormuz. Pourquoi est-ce que ces gens ne sont pas des gens rationnels? Vous savez, en gros, ils essayent de s'en sortir parce qu'ils veulent survivre en Allemagne, en France, comme Macron. Starmer, lui, est sur le départ. Mais au fond, il manipule toute la région. Le gouvernement britannique est venu en Arménie. Et dans le cas de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie, ils font tout leur possible pour manipuler la région, surtout aux frontières de l'Iran. Le corridor de Zangezur. Vous vous souvenez de ce corridor, celui qui longe la frontière entre l'Iran et l'Arménie. Les États-Unis étaient là pour le signer, et même Donald Trump avait appelé ce corridor de Zangezur le corridor de Trump. Voilà ce qui se passe. En réalité, ils sont tout autour de l'Iran pour le déstabiliser. Donc il n'y a aucun moyen pour l'Iran d'améliorer ses relations avec les États-Unis quand l'ennemi, comme ils l'appellent littéralement, dans chaque déclaration du gouvernement, on voit écrit « l'ennemi ». Ils appellent les États-Unis « l'ennemi ». Et c'est parce qu'ils voient ce qui se passe. D'après ce que je comprends, le détroit d'Ormuz va rester sous contrôle iranien. Ce sont les Iraniens qui vont contrôler le détroit d'Ormuz. Peu importe qu'ils appellent ça un droit de passage, un péage ou autre chose. Ils ne vont pas faire payer les pétroliers, même s'ils essayaient de mettre la pression sur le gouvernement omanais.
ce que je ne pense pas qu'ils feront. Parce que, à mon avis, les Omanais sont très sages. Ils savent qu'ils vivent dans cette région et qu'ils doivent cohabiter avec les Iraniens. Sans cette compréhension, les États-Unis, eux, sont loin. Ils ne font pas partie de la région. Ils viennent, ils essaient de la manipuler, mais tôt ou tard, ils finiront par partir. Ils pourraient partir. Vous savez, le Wall Street Journal a rapporté que les États-Unis envisagent de déplacer toutes ces bases vers l'ouest. Cela veut dire qu'ils vont peut-être bouger leurs bases de Bahreïn, du Qatar, d'Arabie Saoudite. Ils pourraient les transférer en Jordanie et en Israël. Est-ce que ça va aider Israël? Non. Ils étaient déjà en Arabie Saoudite et ils n'ont pas été capables de se défendre là-bas. Tous ces beaux radars, toutes ces bases, avec, vous savez, des troupes sur place, eh bien, ils n'ont même pas pu se défendre eux-mêmes, encore moins aider le pays hôte. Donc, ce sera la même chose. D'après ce que je comprends, les États-Unis pensent qu'ils sont en train de gagner au Liban, alors que le Liban, en réalité, est en train de briser, de détruire la première clause du protocole d'accord. Mais ce ne sera pas le cas. Ces gens-là sont des gens sérieux, et le Liban ne va pas reculer. Le Hezbollah non plus ne va pas reculer. Tôt ou tard, vous verrez les attaques arriver, et vous verrez les combats éclater. Ensuite, l'Iran participera, et alors Israël attaquera l'Iran. Je pense qu'on se dirige vers ce genre de situation. Les États-Unis, tôt ou tard, devront retirer toutes ces forces de la région. Ils ne peuvent pas rester indéfiniment à cause de leurs préoccupations vis-à-vis de la Chine et de toutes les questions qui se posent dans l'Arctique et dans le Pacifique. Ce ne sera pas pour toujours. Et le détroit d'Ormuz, pour les États-Unis, c'est un sujet mineur, vraiment mineur. Ce n'est pas si important, parce qu'ils n'en dépendent pas tant que ça. Comme le dit souvent Donald Trump, ils ne dépendent pas beaucoup du détroit d'Ormuz, ni de Bab el-Mandeb en mer Rouge. En réalité, ce sont plutôt les Européens qui en dépendent davantage. Mais alors, qu'est-ce qui touche les États-Unis à cause de la situation dans le détroit d'Ormuz? Parce que globalement, quand on voit le marché international être influencé par une fermeture du détroit d'Ormuz, est-ce que ça va frapper l'économie américaine? D'un côté, on voit bien que nous ne dépendons pas tant que ça de l'économie mondiale, mais de l'autre, on se rend compte à quel point ils sont dépendants quand il s'agit de pétrole lourd, de production, de diesel ou de kérosène. Ils en dépendent, ils en ont besoin. Et pour la production d'armes, pour les semi-conducteurs, ils ont besoin de l'hélium qui vient de cette région. C'est donc une situation très complexe, ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. Donald Trump veut que le détroit soit rouvert le plus vite possible. Mais s'il s'engage, tôt ou tard, il va comprendre que ce genre d'attaque ne résoudra pas son problème dans le détroit, et il finira par se retirer. Il va reculer, il va capituler, à mon avis, comme il l'a fait avec Ansarullah en mer Rouge, finalement. En gros, regardez le protocole d'accord. Toutes les clauses de ce document sont littéralement une capitulation des États-Unis sous l'administration Trump en ce qui concerne l'Iran. Ils ont essayé de manipuler le dossier du Liban en faveur d'Israël, mais je ne vois pas en quoi cela aide Israël. Personne ne va reculer. Et le Liban, je le répète, le Liban serait le cimetière du grand Israël. Ils ne vont pas prendre le Liban. Ils ne vont pas l'occuper. Et peut-être, tôt ou tard, vous verrez le Liban attaquer la partie nord d'Israël. C'est comme ça. Vous savez, la situation évolue, et d'une certaine manière, elle impose sa propre réalité au peuple de la région. Alors voyons ce qui va se passer. Voilà comment je comprends les choses. Je pense que pour le moment, c'est essentiellement une guerre d'usure. On va voir comment les choses évoluent. Aujourd'hui, d'après ce que j'ai suivi dans les infos, on n'a pas entendu parler d'attaques contre des pétroliers.
Ça veut dire que les pétroliers tirent les leçons des attaques iraniennes et qu'ils suivent simplement les itinéraires définis par les forces iraniennes, par les gardiens de la révolution et l'armée iranienne. C'est pour ça qu'on ne voit pas d'attaque contre les pétroliers en ce moment. Voilà la situation actuelle. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Dans 1 heure, je vais parler avec Larry Johnson. Ce sera une discussion assez approfondie parce que Larry apportera sa propre analyse des enjeux. On va en parler ensemble. À très bientôt et encore merci.